y aller. Alors on redémarre. Ok. Allez. Alors deuxième partie de cette présentation, ça va être le témoignage donc de Nofel Gouli, qui est directeur général délégué assurance de personnes, sur son retour d'expérience autour de la Customer Data Platform de Tilium. Donc avant tout, je tenais à te remercier de participer. Et avant de démarrer, tu peux peut-être nous présenter un peu, te présenter et nous dire un peu quel est ton rôle au sein de BPCE Assurance. Ok, écoute, bonjour Pascal, et puis merci de me convier à cette conférence. Merci à toutes et à tous d'être présents et d'être présents surtout sur un sujet qui n'est pas l'IA générative. Voilà, donc vous avez un sujet qui est le client. C'est quand même un sujet qui est important. Donc moi, comme tu l'as dit, je suis directeur général délégué au sein de BPCE Assurance de la partie assurance de personnes qui couvre des activités d'épargne, retraite et prévoyance notamment. Et au-delà de ces fonctions de dirigeant effectif au sein du métier assurance de personnes, je supervise toutes les activités qui supportent le développement commercial et l'efficacité opérationnelle. Donc c'est notamment notre centre d'expertise et de relations clients, notre back-office, toutes les activités UX, les activités data, les activités IT notamment. Voilà, c'est un peu tout ce qui est autour des opérations en support des activités de développement et d'efficacité opérationnelle. Merci Nofel. Bon, alors tout le monde, je pense, connaît BPCE, mais est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter un peu plus en détail Je reviens en arrière. Ah oui. Je vais y venir aussi. Ouais. BPCE Assurance. Donc le groupe BPCE. Alors nous sommes le deuxième groupe bancaire en France avec deux activités. Une activité qu'on appelle de banque de proximité, donc au service de nos deux grands réseaux que sont les banques populaires et les caisses d'épargne notamment, mais on a aussi la CASDEL, le Crédit Coopératif, la Banque Palatine, alors la BRED aussi qui figure pas ici. Donc ça, c'est le premier métier. Et ensuite, c'est aussi le déploiement de nos offres autour de la gestion d'actifs, gestion de fortune et tout ce qui est banque de clientèle à l'international. Si on fait un focus, puisque là, c'est ce qui nous concerne plus sur la partie banque de détail, c'est juste pour dire que, mais ça, je peux vous le dire, c'est aujourd'hui, notamment à travers, peut-être encore oui. Tu as pris beaucoup de temps pour parler. Je peux me laisser un petit peu de temps, s'il te plaît. Alors, il faut que tu avances. Bon. Quand tu parles pas, c'est un peu plus compliqué de passer les... Ok. Non, juste, je vais pas vous assommer de chiffres, mais juste pour vous dire que bon, c'est le groupe BPCE, c'est 100 000 collaborateurs, un petit peu plus de 35 millions de clients, et c'est 9 millions de sociétaires qui détiennent 100% des caisses d'épargne et des banques populaires. Donc, nous sommes un groupe coopératif au service de nos clients, au service de nos territoires, à travers notamment les caisses d'épargne, les banques populaires. Et puis, évidemment, nous sommes aussi partenaires premium de Paris 2024. Si on fait ensuite un focus sur la partie assurance, s'il te plaît. Donc, on est, pour ceux qui connaissent un peu le principe, il y a une logique de producteur-distributeur. Donc, nous... BPCE Assurance, nous sommes producteurs et nous sommes producteurs d'une gamme complète de produits d'assurance, aussi bien assurance de personnes, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec de l'épargne, de la retraite, de la prévoyance, et aussi ce qu'on appelle l'assurance non-vie, qui couvre des sujets comme la multirisque habitation, l'assurance auto, moto, tout ce qui est autour du juridique et tout ça. À dire aussi, c'est qu'on est dans l'ADN du groupe, qui est une implantation qui est aussi en région, dans les territoires, puisque 65% de nos effectifs, de nos 2000 collaborateurs, sont en région également. Et puis, je vais vous passer les chiffres de PNB, etc. Mais bon, sachez qu'on est globalement dans le top 10 des assureurs français, et sur certaines de nos activités, nous sommes dans le top 5. Donc, on est un groupe... Voilà, un groupe qui compte, mais voilà, dans les grands chiffres, voilà un peu ce qu'il faut dire sur le groupe BPCE. Merci Nofel. Alors maintenant, j'ai une question, c'est quels sont aujourd'hui tes enjeux et quels sont tes grands défis? Oui. Alors, globalement, nos enjeux d'un point de vue, on va dire, interaction, moi je les résume... de la façon suivante, c'est écouter et accompagner. Écouter, c'est écouter les besoins de nos clients. C'est écouter aussi les changements qui se passent au niveau de la société. C'est écouter aussi évidemment nos conseillers au sein des réseaux
des banques populaires et des caisses d'épargne. Et ensuite, c'est accompagner. Et là, deux éléments importants pour nous dans l'accompagnement, c'est accompagner nos clients vers une autonomie éclairée, en particulier sur l'assurance de personnes. Enfin, on est sur des produits qui ne sont pas des produits de e-commerce. L'épargne, la retraite, la prévoyance, c'est des produits qui sont quand même complexes, qui sont complexes à comprendre, complexes à gérer. Et donc, on a tout cet enjeu de faciliter et d'éclairer nos clients afin qu'ils soient autonomes et qu'ils comprennent leurs produits et qu'ils arrivent aussi à gérer leurs produits en autonomie. Avec le digital, on va aller de plus en plus vers de l'autonomie. Donc il faut, notamment grâce à l'écoute des comportements, des usages, des besoins, pouvoir les accompagner le mieux possible. C'est aussi accompagner nos conseillers, puisque avec cette autonomie éclairée, il va falloir pour nous aussi nous assurer et accompagner nos conseillers afin qu'ils apportent la plus grande valeur ajoutée possible à ces clients qui sont en autonomie éclairée. Donc il y a la question qui se pose, c'est quelle valeur ajoutée, comment et comment on accompagne. Donc ça, c'est voilà, nos enjeux. Ce que vous avez là sur la planche, c'est globalement tous les points de contact qu'on a avec nos clients. Alors au centre des points de contact, et ça c'est important pour le groupe, ça fait partie de la stratégie du groupe, le conseiller est pivot dans l'interaction avec nos clients. On n'a pas une logique du full self-care, on n'a pas de logique de banque digitale, il n'y a pas de banque digitale au sein du groupe BPCE, donc on a vraiment cette logique de pivot, et ça tire plein de sujets, y compris quand on est en contact digital avec nos clients. C'est finalement comment le conseiller, il est aussi informé de ce que réalise le client. Le conseiller, il a deux façons d'interagir avec un client. C'est en agence, un client qui se déplace. Alors évidemment, c'est de moins en moins le cas, mais n'empêche que dans certains cas, pour des cas de crédit ou des cas effectivement d'investissement dans l'assurance, dans l'épargne sur des montants importants, les clients se déplacent, ou il y a ce qu'on appelle la vente à distance. Donc là, c'est effectivement par téléphone ou en visio. Vous avez l'autre élément, on va y venir, on va y passer du temps aujourd'hui, le digital, donc le self-care. Donc là, avec cette vocation de pouvoir réaliser des actes de gestion, de pouvoir comprendre aussi les informations qui sont données, et puis d'expliquer, de susciter aussi des actions. Et puis enfin, j'évoquais tout à l'heure le CERC, au cours des appels téléphoniques aussi. Enfin, là, c'est aussi un élément pour nous d'expérience qui doit être de qualité. Quand un client appelle parce que il veut savoir où en est son contrat, il a reçu un courrier, il n'a pas compris ce qu'il y avait dedans, parce qu'il n'a pas compris effectivement les impacts que ça peut avoir sur sa fiscalité, les frais. Donc ça, il faut pouvoir l'expliquer. Les courriers aussi, et courrier, je mettrai courrier et communication réglementaire. On a fait un gros travail ces dernières années au sein de BPCE Assurance sur les courriers et la communication réglementaire, puisque en bon assureur, un peu comme tout le monde, on avait des courriers, et je pense que tous ceux qui ont un contrat d'assurance voient à peu près de quoi je parle. C'est quand même pas très très lisible, et on n'a pas vraiment envie de l'ouvrir. On ne sait pas à quel moment de la journée on est en capacité d'ouvrir ce type de courrier sans s'énerver ou sans s'endormir. Donc nous, on a fait un gros travail derrière explicatif, et ça rejoint toujours l'autonomie éclairée, mais aussi pour pouvoir pousser des services dans ces courriers-là. Ça a été fait depuis plusieurs années dans le monde des télécoms, c'est moins le cas dans le monde des services financiers et en assurance, et donc nous, on a décidé aussi de pouvoir pousser des messages. Alors on est vraiment sur le tout début du sujet, on n'est pas encore en mode industriel, mais en tout cas, on a fait cet exercice-là. Alors j'ai une question par rapport à ça. On voit bien que tu es complètement multicanal, parce qu'il y a l'agence, il y a le digital, le self-care, les courriers, le conseiller, etc. Est-ce qu'il y avait des freins à la circulation de la donnée entre ces différents systèmes ? Oui, alors j'évoquais tout à l'heure cette logique de producteur-distributeur. Donc nous, on est producteur puisqu'on conçoit et on gère nos produits d'assurance vie. Et puis, il y a la partie de distributeurs que sont les banques populaires et les caisses d'épargne, où là, quand vous êtes client, finalement, vous y allez, vous gérez votre compte courant, vous gérez votre PEA, etc. Et puis, tout d'un coup, on vous parle de votre produit d'assurance vie. Mais là, quand on vous parle de votre produit d'assurance vie, vous n'êtes plus dans l'univers, même si le client, évidemment, lui, il vit une expérience unique, mais il n'est plus à ce moment-là dans l'univers
de la banque, il est dans l'univers assurantiel, comme pour le crédit, il passe dans l'univers du crédit parce que c'est des métiers avec des expertises particulières. Et aujourd'hui, comme chez tous les banques assureurs, hein, à la différence d'un assureur, c'est-à-dire que nous, on est assureur, mais dans une banque. Donc on est banque assureur, et donc on a cette problématique d'action, d'interaction avec le client côté distributeur et d'interaction côté producteur. Et donc côté distributeur, on a une interaction qui est très riche, et encore une fois, je le rappelle, pour laquelle le conseiller est pivot, donc c'est normal, mais on avait finalement, on était assez faible dans la qualité et l'animation de l'interaction, notamment sur la partie digitale. Alors, est-ce que c'est la raison qui vous a poussé à mettre en place une Customer Data Platform? Exactement. En fait, très simplement, et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est vraiment la philosophie, enfin, ce que tu as décrit tout à l'heure sur rester focus, sur vraiment des sujets planifiés. Ça a été ça, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, on a refondu ces 3-4 dernières années tous nos parcours. Donc on a fait un gros travail sur le design UX, etc. On a des parcours avec des NPS qui sont très très hauts. Par contre, en fait, la question c'est le client, quand il vient, il consulte, mais en fait, comme il ne sait pas trop ce qu'il peut faire d'autre sur son contrat, il ne fait pas. Donc il vient, il consulte, et puis il repart. Et en fait, toute la partie marketing, où on va suggérer effectivement ce qu'il peut faire, ce qu'il peut réaliser, l'informer aussi, est fait côté distributeur. Donc on revient au ce sujet de côté distributeur, on a une animation de l'interaction avec le client. Par contre, quand le client arrive dans l'univers de l'assurance, quand il consulte ses contrats, on n'anime rien. Et donc on s'est dit, effectivement, là, il faut qu'on mette en place, on a appelé ça marketing digital, il faut qu'on mette en place du marketing digital avec la CDP pour aussi, quand le client arrive dans son espace assurance, qu'on ait quelque chose, un message à lui délivrer, qui peut être un message commercial ou un message informationnel. Un client qui vient au moment où, par exemple, on communique son relevé de situation annuel, si on voit qu'il n'a pas consulté son relevé de situation annuel, on peut lui envoyer ce message-là sur la plateforme. Évidemment que ça, côté bancaire, on ne va pas lui donner ce message-là en bannière, parce qu'on va très probablement être en concurrence avec d'autres messages, d'autres filières de l'entreprise, que ce soit du crédit, du PEA, du compte titre, etc. Donc quand le client arrive, et on a en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quasi, je ne vais pas dire doublé, mais pas loin, le volume d'accès au self-care assurance, ça c'est l'effet Covid, a doublé quasiment sur 2 ans, il a doublé. Donc on a un volume qui est en forte croissance d'accès à cette plateforme, et on n'anime pas en fait cette interaction. Donc on s'est dit, il faut qu'on lance quelque chose. Alors pour être très clair avec vous, je pense qu'on y a réfléchi longtemps, mais on a beaucoup philosophé sur le sujet en disant, tiens, on va mettre en place du marketing digital. Et puis comme nous, on n'a pas de direction de marketing digital, et je pourrais y revenir du pourquoi, du coup le sujet n'a pas été pris, donc tout le monde a philosophé et personne n'a rien fait. Donc à un moment donné, j'ai dit, attendez, on va s'arrêter, on va lancer un cas d'usage. Donc on identifie un cas d'usage qui était très clair, sur lequel tout le monde se met d'accord, on le lance, et on le lance rapidement. C'est la question que j'allais te poser. Donc vous avez déployé la solution AudienceStream. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler justement du projet, oui, et de ce cas d'usage? Oui, alors avant, désolé pour ceux qui connaissent un peu l'assurance, mais bon, globalement, nos clients, quand on détient un contrat d'assurance épargne, ça s'appelle assurance vie, mais c'est de l'épargne, ou un contrat retraite, vous avez la possibilité de faire des versements sur votre contrat, des versements ponctuels, ou de mettre en place ce qu'on appelle des versements programmés, qui sont des versements qui peuvent être mensuels, trimestriels, annuels, etc. Et donc on s'est dit, il y a un certain nombre de clients qui, par leurs caractéristiques, devraient mettre en place des versements programmés, mais qui ne le font pas. Sachant qu'on a un volume de clients qui mettent en place des versements programmés, en particulier sur du grand public, qui est important. En particulier sur les contrats retraite. Un contrat retraite, ça se prête bien à du versement, ce qu'on appelle du versement programmé. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on mette effectivement en place une sollicitation, ou une suggestion, je vais dire plutôt, sur nos clients qui ont des contrats retraite et qui n'ont pas mis en place de versement programmé. Et donc on s'est dit, moi j'ai demandé la feuille,
mon besoin, c'était de dire, moi je veux qu'on ait cadré, qu'on ait instruit la solution en 3 mois, et qu'on la mette en œuvre le plus simplement possible. Et là, on verra effectivement que au départ, bon, ça a été fait de manière un peu artisanale, notamment sur la partie ciblage, qu'on la lance et qu'en parallèle, on évalue l'efficacité de cette campagne et qu'on réfléchisse à une vision industrielle de cette campagne et potentiellement d'autres campagnes. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de l'articulation du parcours et des outils utilisés? Oui. Voilà, là c'est assez concrètement, vous voyez à gauche, vous avez ce qu'on appelle la vision distributeur, donc c'est l'espace bancaire. Donc là, vous êtes le client qui arrive et il arrive en fait dans son espace bancaire, et puis il consulte finalement toutes les informations qui sont à disposition de l'espace bancaire, et à un moment donné il dit tiens bien je vais aller voir finalement mes contrats d'assurance vie. Au moment où il va cliquer, ou retraite, au moment où il va cliquer sur son contrat, il va basculer dans ce qu'on appelle les pages assurance. Donc là c'est un univers qui est plus à la main des distributeurs, c'est un univers qui est le nôtre, qui est celui du monde de l'assurance, simplement parce que l'information elle est chez nous, on a une information qui est fine sur le contrat, et donc c'est là où jusqu'ici, en fait, bon, le client arrivait, soit il savait ce qu'il allait faire et il le faisait, soit il savait pas ce qu'il allait faire et il sortait. Et donc, en fait, on s'est dit, c'est quand même un peu dommage de pas proposer quelque chose, une information ou une proposition. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, voilà, le client, quand il arrive dans l'espace bancaire, à ce moment-là, nous, on a créer une liste, parce qu'au départ, sur notre espace assurance, on n'avait pas les tagages pour pouvoir identifier les clients qui n'avaient pas mis en place de versement programmé. Et c'est là où on s'est dit, il faut faire simple et rapide. Donc on a créé un fichier, on s'est dit, régulièrement, je ne sais plus si c'est tous les 15 jours ou tous les mois, on sort la liste de tous les clients qui ont un contrat et qui n'ont pas mis en place de versement programmé, et on envoie ça à la plateforme. Et donc quand le client se connecte, on va vérifier via Tilium, la CDP, si effectivement le client il a mis en place un versement programmé ou pas. Et ça rejoint effectivement ce que tu dis. On n'est pas dans le temps réel, mais bon, voilà, on pouvait pas le faire là, sinon on n'aurait pas fait ça en 3 mois. Et puis une fois que ça c'est fait, à ce moment-là, on envoie ce qu'on appelle le contrôle positif, voilà, la requête, l'ordre, à Caméléon, qui est aujourd'hui notre outil qui permet de générer des bannières sur notre site. Et donc le client, quand il arrive, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il arrive dans son espace assurance, dans la partie consultation de son contrat, et il a une bannière type native ad, donc quelque chose, c'est pas quelque chose d'agressif, c'est pas ça, on est dans la charte du groupe, mais en tout cas, il y a une bannière qui lui propose effectivement de pouvoir saisir un versement programmé. Ensuite, il accepte ou il accepte pas. Et c'est ça qu'on a mis en place. Et ça, on l'a mis en place très rapidement. Voilà. Et avec des résultats qui ont été, pour moi, très probants et qui nous ont, en tout cas, convaincus qu'on pouvait avancer sur ce cas d'usage, mais aussi aller vers d'autres cas d'usage. Alors, dans ma présentation, je parlais des équipes. Est-ce que tu peux nous dire aussi quelles équipes ont été impliquées dans ce projet? Oui. Alors, l'avantage qu'on avait quand on a lancé ce projet-là, c'est que on n'était pas en exploratoire, c'est-à-dire que Tilium était déjà en place au sein du groupe, qui avait déjà une structure qui est BPCE Financement, autour de tout ce qui est crédit conso notamment, qui avait utilisé la plateforme, enfin on va dire le tandem Tilium Caméléon pour mettre en place du marketing digital. Ils sont aussi voilà, très très avancés et inspirants à ce titre. Et donc il y a eu, on va dire, le groupe au sens large, et donc là c'est capitalisé sur les savoir-faire et sur nos assets, notamment nos assets technologiques. On a mis évidemment nos équipes UX, la direction UX, avec deux équipes, donc le département UX Research chez nous qui s'occupe justement de tout ce qui est d'opérer le marketing digital, et puis les équipes parcours, notamment parcours épargne chez nous, qui disent finalement quel va être le message, où va être la bannière, etc. Enfin bon, ça vous le savez, c'est tout le sujet UX. Évidemment, tu l'évoquais,
nos équipes RGPD, nos équipes RSSI, l'IT qui ont été en place, et évidemment Tilium et Caméléon qui ont été là pour nous apporter leur savoir-faire. Tu l'évoquais, ce que j'ai souhaité, moi, c'est qu'il y ait, dans le cadre de ce MVP, qu'on fasse quelque chose de simple, mais qu'on le fasse très bien. Et donc, j'ai demandé à ce qu'il y ait un suivi qui est très régulier. Donc, il y avait un comité quasiment hebdo de suivi, et je me suis assuré qu'effectivement c'était efficace, et en tout cas merci, parce que ça a été une réussite. Et je pense que tu as évoqué le sujet. Je pense que ça nous a permis aussi de se dire, si on veut industrialiser, comment aussi on fait travailler les équipes, parce que là on était sur un cas d'usage simple. Maintenant, si on veut déployer une dizaine de cas d'usage, il va falloir gonfler derrière cette articulation. Et le fait de démarrer sur un cas d'usage, d'être assez focus, d'avoir un planning très clair, ça permet de se poser les bonnes questions. Parce que généralement, quand on arrive avec 50 cas d'usage, on a les 50 cas d'usage, mais on ne se pose pas les questions et on les découvre, malheureusement, quand on a les pieds, on va dire, dans la mouise. Et en fait, du coup, le programme et les projets prennent du retard. Et puis, ça, c'est le premier élément en termes d'organisation. Il y a aussi le volet KPI. En fait, on définit des KPI qui sont très simples. Le sujet du ROI sur le marketing digital, c'est un sujet qui peut être très complexe. Si on démarre par une approche complexe, nous, on a démarré comme ça et on a assez vite réussi à raisonner en termes des KPI qu'on souhaitait avoir, et du coup à projeter ces KPI une fois qu'on aura plus de cas d'usage. Et ça, pareil, c'est vraiment cette approche start small. Voilà, j'allais te poser la question justement, le use case est en production depuis un certain temps, et quelles performances vous avez pu constater? Alors, les performances, c'est intéressant, parce que je n'avais pas lu ta présentation, enfin pas les chiffres, mais globalement, ce qu'on constate, c'est que, alors ce qui était important pour nous, évidemment, hein, vous le comprenez bien, c'est quand on met en place, et ça des fois c'est l'erreur que je vois, c'est qu'en fait on ne met pas en place de population témoin. Donc moi j'ai dit, c'est très bien si on vient m'expliquer que j'ai X milliers de versements programmés, mais si le client il avait quand même fait un versement programmé sans cette bannière, vous n'êtes pas capable de me dire finalement quelle valeur ajouter à la bannière. Donc on a mis en place une logique de population témoin en disant en fait c'est des clients qui n'ont pas mis en place de versement programmé mais qu'on ne va pas solliciter, et de regarder effectivement le comportement. Et là, c'est assez intéressant. Globalement, on a 70%, plus 70% de taux de transfo. Et là où c'était intéressant, c'est les clients à qui on n'a pas mis de bannière, quand ils rentrent dans le parcours de versement programmé, ils vont au bout. En fait, ils vont au bout du parcours avec un taux qui est supérieur aux clients à qui on a mis la bannière. C'est vrai que les clients à qui on a mis la bannière, globalement, dans les chiffres, il y en a plus et ils vont globalement plus au bout. Par contre, quand ils commencent le parcours, entre le moment où ils commencent le parcours et où ils finissent, là, on a un taux de perte qui est plus important. Et ça, c'était une question pour moi. Et en fait, la question est très simple, c'est que les clients qui n'ont pas mis en place de versement programmé, quand ils viennent sur le site, c'est qu'ils savent pourquoi ils viennent. Ils viennent pour mettre en place un versement programmé, donc ils vont généralement plus souvent au bout. Là où ceux qu'on a topés, ils se disent tiens c'est intéressant, donc ils cliquent sur le message, ils vont démarrer le parcours et puis ils s'arrêtent en cours de route. Mais au bout du bout, on gagne quand même 70%, donc c'est très très significatif pour nous, sachant que là, en termes de ROI, c'est pas de sollicitation du réseau, hein, on est dans du pur digital, donc on a le coût, le ticket d'entrée de la mise en place de la campagne, et puis après on a un coût variable qui est quand même très marginal, quoi. Merci Nofel. J'aurais peut-être la dernière question, c'est quelles sont les prochaines étapes dans l'adoption de la CDP? Comme je l'ai dit, hein, nous maintenant c'est du passage à l'échelle, donc on a identifié, alors déjà depuis qu'on a mis en place
ce premier parcours. On en a déjà 2-3 qui sont passés en prod depuis. Avec certaines qui ont même, alors celui-ci est à 70%, on en a d'autres sur des versements complémentaires. Donc là, c'est un versement en one shot, mais qui est généralement plus important que évidemment la mise en place d'un versement programmé, avec des taux pareils là de réponse qui sont très très satisfaisants. Pour faire très simple, moi, mon objectif, et c'est l'objectif que j'ai fixé à l'équipe, à la Dux et à nos équipes commerciales, c'est de dire quand un client il arrive dans le self-care, on ne peut pas ne pas lui délivrer un message. Donc c'est utiliser la plateforme pour dire quand un client il arrive, on ne peut pas ne rien avoir à lui dire, quoi. C'est pas possible. Voilà, donc il faut lui dire quelque chose. C'est une information, c'est lui proposer un service. Donc ça, c'est le. Et donc une fois que j'ai dit ça, c'est finalement voilà quelle information je suis capable de lui délivrer cette année, quel projet. Donc on a 7-8 projets sur 2024 qu'on veut lancer sur ce sujet-là avec, j'évoquais tout à l'heure le sujet des fichiers. Là maintenant on a mis en place le tagage et donc on peut exploiter le tagage avec Tilium sur nos sites, hein, puisqu'on avait un petit problème technique, mais on l'a passé en disant on se met sur des fichiers. Donc voilà, donc maintenant l'idée c'est de passer à l'échelle industrielle en termes de cas d'usage. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vont commencer à se poser à nous les sujets de gouvernance, parce que quand j'ai N campagnes, finalement, comment je les priorise, comment j'assure la gouvernance. Je vous ai dit, on n'a pas, nous, de direction marketing, mais quand bien même on en aurait une, on a une direction commerciale, on a une direction de l'offre, on a la direction UX, on a la direction générale, comme moi, qui a aussi ses idées sur le sujet. Donc, comment j'assure la gouvernance de toutes ces campagnes? On veut mettre en place un cockpit digital. Moi, à un moment donné, je veux pouvoir me poser, par exemple, à mi-année, en disant, ben voilà, on a lancé N campagne, c'est quoi le tableau de bord? C'est quoi le ROI? C'est quoi le taux de transfo? Et je ne veux pas avoir N KPI, un KPI différent par campagne. Je peux en avoir, mais ça, c'est quand je rentre dans la campagne. Par contre, je veux avoir quelque chose de synthétique. Se pose la question, j'évoquais tout à l'heure des sujets témoins. Est-ce qu'il y a une logique de témoins par campagne? Est-ce qu'on met une logique de base témoin au global pour pouvoir calculer les ROI? Parce que ce qui est extrêmement important pour nous, et ça revient à mon discours du début, c'est de se dire, en fait, ce canal digital, en quoi il vient compléter le canal conseiller, le canal agence, et c'est quoi son ROI aujourd'hui. Et puis après, il y a évidemment tout le sujet de toute cette information, toutes ces actions-là, comment elles sont notifiées dans nos réseaux, pour que si un client il a décidé de pas être de pas répondre positivement à une sollicitation, je pense que c'est important que le conseiller le sache. Voilà en termes de... Écoute, Nofel, merci pour ton témoignage, ton intervention. On aura encore besoin de vous, évidemment, pour la suite. Mais ça, on n'en doute pas. Juste peut-être pour finir cette présentation, avant de repasser sur la partie café, networking, etc. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous avez des questions à poser à Nofel? Elles sont les bienvenues. C'est toujours là, il faut toujours démarrer par une première. Là, il y a Thomas déjà. Ah bon. Merci pour la présentation. J'avais juste une petite question par rapport à l'A/B testing que vous avez mis en place, oui. Où vous mentionnez que vous avez des taux de conversion de 70%. Oui. Ça veut dire 70% de plus par rapport à le fait de ne pas mettre de bannière? Très bonne question. J'avais mes petites notes sur mon truc. Donc, alors, on a mis en place de l'A/B testing. Il y a deux choses, hein, ce qu'on a fait. C'est l'A/B testing, on s'est dit, et ça c'est intéressant, on s'est dit, en fait, on sélectionne les clients et sur certains d'entre eux, on va différencier, on va mettre deux messages différents et regarder finalement si, au-delà de l'appétence du client, s'il n'y a pas un effet sur le message. Donc on a mis deux formulations différentes, un travail avec nos équipes UX, les équipes de la com. Le résultat, c'est qu'il n'y avait pas de différence. Le taux de transformation entre les deux messages était les mêmes. Et par contre, ce qu'on a fait, c'est plutôt la logique d'échantillon témoin, c'est-à-dire qu'on a dit, en fait, on a fait deux choses. On a dit, globalement, j'ai une base de clients éligibles 100, j'en prends 5 à qui je ne vais pas passer le message. Donc, ils n'auront rien du tout.
eux, et on verra comment ils se comportent quand ils arrivent sur le self-care. Les 95, on va dire, j'en mets 40 à qui je délivre le message A et 55, si les calculs sont bons, à qui je délivre le message B. Entre les 40 et les 55, on n'a pas de différence de comportement. Par contre, entre les 95 et les 5% qui sont à base témoin, là, les 95, on touche 60, enfin, on a 70%, on va dire, des 95, pas tout à fait ça, mais bon, grosso modo, j'ai 70% des 95 qui souscrivent versus, voilà, enfin, j'ai 70% de plus des 95 qui souscrivent en plus par rapport aux 5. Voilà. Donc si j'en avais globalement 10, enfin sur 1 sur les 5, j'en aurais 1,7 multiplié par 95 sur mon autre base. Et ça, c'est pas l'A/B testing, ça c'est vraiment de se dire c'est quoi l'efficacité de ma campagne en tant que telle. Et après, l'A/B testing, il me sert à dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas un sujet de message que je délivre et qui fait que le client, il va être plus enclin avec le message A que le message B à aller au bout de la souscription, enfin à cliquer sur le lien « Oui, je veux faire un versement ». Bonjour, moi j'avais une question. La première, c'est en termes d'activation, c'était uniquement de la bannière? Sur le digital, c'est uniquement de la bannière. Pour ce cas d'usage-là, on a eu d'autres cas d'usage, ce qu'on appelle de e-rebond, où là, on a utilisé aussi, hein, donc ça c'est les campagnes là qu'on a mis en place, c'est plutôt de génération de leads, donc sur les abandonnistes en fait, donc ceux qui vont sur nos parcours, qui démarrent un parcours et qui abandonnent. Alors en fonction de où ils abandonnent dans le parcours, là on était plutôt sur du on appelle du show, enfin du lead show, je ne sais plus trop quoi, enfin du lead fort. Bon bref, c'est-à-dire que quand le client il est suffisamment avancé, il a fait X étapes dans son parcours et qu'il abandonne, là on considère qu'on se dit s'il est allé aussi loin qu'il a abandonné, ça vaut le coup de le rappeler et de voir pourquoi en fait il s'est arrêté et en fait de voir effectivement si derrière on peut pas l'aider à terminer son acte de gestion. Donc sur ces campagnes-là, on a aussi des retours qui sont très positifs en fait, puisqu'on voit quand on rappelle les clients qui ont démarré un parcours, en fait il y en a une bonne proportion qui disent oui finalement ok je veux bien mettre en place, c'était sur les versements. Et là c'est pareil, ce qui est important pour nous, toujours cette logique de base témoin, enfin moi j'y tiens, ça a été de dire sur certains on ne les rappelle pas parce qu'en fait vous ça vous arrive des fois, vous êtes dans le métro, vous dites tiens je vais faire un versement. Et puis vous arrivez à votre station, pof, vous coupez, et puis vous faites ça 2, 3 jours, une semaine après. Et là, il faut quand même savoir, si le conseiller vous appelle le lendemain, finalement vous allez faire votre acte de gestion, mais en fait peut-être que vous l'auriez fait même si vous n'avez pas appelé. Et donc il faut qu'on ait cette base témoin pour se dire, voilà, en fait il y a des clients qu'on n'a pas sollicités, il y en a pas un certain nombre d'entre eux en fait vont vraiment aller au bout, et puis il y en a certains en fait où on va effectivement mettre en place ces campagnes de lead qu'on va envoyer vers les conseillers, ils vont être sollicités. C'est pouvoir comparer toujours ce ratio de transformation qui est extrêmement important. Sinon, on se fait un peu plaisir en se disant on a fait tant de milliers de trucs, mais ces tant de milliers, peut-être que les clients, enfin en l'occurrence là, dans ce cas-ci, quand vous démarrez quelque chose, vous êtes dans le métro en voiture, vous êtes interrompu, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas revenir plus tard, quoi. Et donc oui, on ne fait pas que ça, mais globalement, à partir du digital, en 2024, notre sujet, c'est de la bannière. Et l'idée, c'est une bannière visible pour tous les clients qui viennent sur le self-care, avec des messages différenciés, le sujet d'hyper-personnalisation, et, j'ai envie de dire, aussi la génération de leads, notamment sur les abandonnistes, mais pas que. Voilà. Et après, je pense qu'il y aura des sujets autour des courriers, etc. Voilà. Ok.
Je vais peut-être compléter, parce que c'est vrai que là, Nofel nous présentait un cas d'usage, mais on disait tout à l'heure, la CDP Tilium est utilisée dans d'autres entités du groupe BPCE. Et alors, forcément, il y a une technologie qui est commune à tout ça, c'est Caméléon, parce que c'est la solution groupe. Donc, OK. Mais, par exemple, sur d'autres types de use case, il y a eu par exemple, l'utilisation de solutions, par exemple, de Welcome Back. Ils ont aussi déclenché des campagnes téléphoniques temps réel avec du Genesis. Ils ont déclenché, pareil, des messages avec leur solution de marketing automation. Ils ont aussi, par exemple, il y avait un use case que j'aimais beaucoup, moi, dans une des entités, c'est de la génération dynamique de pages avec des offres, par exemple pour le renouvellement d'un crédit, où quand vous arriviez dans votre espace, vous aviez une page dédiée où avec le type de produit, le montant que la banque vous propose, le taux qui était proposé, le montant de l'échéance, etc., etc. Et ça, c'était la CDP, puisqu'ils avaient calculé ça en amont pour pouvoir proposer des offres personnalisées. Donc là, on est bien sûr, on s'appuie sur Caméléon, mais tout le calcul de l'offre a été fait en amont, et c'est la CDP qui ensuite communique cette information pour de l'hyper-personnalisation. Ok. J'avais une deuxième question, c'était sur le time to market. Est-ce que, en fait, pour le premier use case, quel a été le time to market, et est-ce que pour les deux suivants que vous avez mis en place, est-ce qu'il a été amélioré? Le time to market, là, c'est globalement, Ménard, tu me corriges, mais je pense que c'était 3-4 mois, en fait, on était... voilà, sur le voilà. Oui, donc ça a été plus rapide ensuite. En fait, on avait quand même le sujet au départ, et nous, les banques assureurs, les banquiers, mais je veux dire les assureurs comme nous, il y a quand même le sujet de la confiance. Les données de nos clients, c'est aussi précieux que leur patrimoine financier, et donc on a fait un gros travail de RGPD, gros travail de RSSI. Alors évidemment, nos collègues côté financement avaient déjà avancé sur un certain nombre de ces sujets, mais c'est ça, c'est ce ticket d'entrée là. En fait, sur le premier, on avait quand même un ticket d'entrée, et donc ensuite, c'est allé beaucoup plus vite. Voilà. Mais bon, après, là maintenant, on va rentrer en phase industrielle. Si c'est un peu plus long que ce qu'on a fait jusqu'ici, ça ne me dérange pas, parce que je veux qu'on se pose les bonnes questions en termes de gouvernance, en termes de cockpit digital, etc. Enfin, là maintenant, on doit passer, voilà, pour reprendre un peu le foot, en Champions League. Là. Voilà. Déjà, bravo pour ce time to market et ce premier use case. Moi j'avais une question plus sur... ce que je comprends, c'est que là, vous êtes vraiment dans une logique de création de segments, donc de clients qui ont un comportement particulier pour lequel vous voulez faire une action. Est-ce que vous envisagez ou pas d'être vraiment dans de la création de l'hyper-personnalisation, par exemple avec un conseiller où sur sa console, il voit que sur ce client-là, parce qu'il a un profil spécifique, il vaut mieux lui proposer un certain type de produit plutôt qu'un autre, ou lui faire une telle action plutôt qu'une autre? Ou est-ce que pour vous, finalement, il vaut mieux être dans une logique un peu industrielle, voilà. Alors, c'est là où on voit la différence entre un assureur et un banque assureur. Si j'étais juste assureur avec des conseillers ou des agents, évidemment, c'est ce qu'on proposerait. Maintenant, on est banque assureur, et donc s'il y a cette logique producteur-distributeur, vous vous doutez bien que chaque producteur ne peut pas proposer sa solution de pop-up de recommandation, en fait, voilà, pour pas tourner autour du pot. C'est une logique de moteur de reco, évidemment qu'on souhaiterait faire ça, et c'est ce à quoi on va arriver, mais là on va s'inscrire, et je pense qu'il y a des contacts aussi avec le groupe. Nous là on s'inscrira dans les travaux du groupe pour dire voilà, notre solution, nous aussi on veut pousser nos messages, mais on va les pousser avec tous nos autres producteurs. Et c'est vraiment ce qu'on s'est dit nous, et c'est normal, quand le client il est en contact avec nos réseaux, il a une logique de pivot de la relation, de vision 360, de vision holistique. Il n'y a pas de raison. C'est finalement le conseiller qui sait
s'il doit proposer un produit plutôt qu'un autre, à quel moment, comment, etc. C'est pas, moi je sais pas, enfin j'ai pas la vision 360 et j'ai pas forcément, pas envie de l'avoir, pas avec le même niveau. Par contre, quand le client rentre dans l'univers assurance, là il est rentré dans la maison, donc il est chez nous, donc c'est nous qui devons l'accueillir. Voilà. Quand il est dans le hall d'entrée, on va dire, il y a le conseiller qui est là et puis qui le rédige. Mais par contre, quand il arrive, quand il est dans notre appartement, dans notre maison, là, on l'accueille et on doit lui faire le meilleur accueil possible, avec quand même un élément qui est important, c'est on est banque assureur, donc cet accueil, la qualité de cet accueil, la qualité de l'interaction, elle doit être homogène par rapport à toutes les entités du groupe. Et ça, au niveau du groupe, on a des structures, structures digitales notamment, qui s'assurent qu'on a une cohérence avec évidemment des chartes UX, mais ça, tout le monde en a. Mais c'est aussi de regarder tous ces projets-là. Et ça a été le cas quand on évoquait l'équipe. On avait l'équipe BPCE au niveau du groupe qui a travaillé avec nous pour s'assurer effectivement qu'on était cohérent en termes d'interaction. Et c'est avec eux qu'on travaillera quand effectivement il faudra pousser le sujet de la recommandation au niveau du conseiller. D'autres questions ? Nofel, merci encore une fois pour toutes les précisions que tu viens d'apporter et sur la présentation de ce matin. Je vous remercie d'avoir participé ce matin à ce témoignage très intéressant du groupe BPCE. Je crois que c'est l'heure de passer de l'autre côté pour aller se reprendre un petit rafraîchissement, et n'hésitez surtout pas à discuter avec soit les équipes Tilium qui sont là au fond à l'entrée. Et puis merci à vous d'être venus ce matin, et je vous dis une prochaine invitation.